Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode sur mon organisation. J'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la question de comment je m'organisais, comment j'arrivais à faire tout ce que je fais, etc. Au départ, je voyais pas vraiment comment je pouvais aborder ce sujet dans un épisode de podcast, même si au final, je pense que c'est le bon format pour vous parler un petit peu de tout ça. Et la personne qui m'a le plus posé de questions et qui attend, je pense, avec impatience cet épisode, c'est Camille de la Yogizine, avec qui je travaille sur mes retraites de yoga. C'est la personne qui nous régale, clairement, sur toutes les retraites que j'organise avec elle. Ça sera peut-être le sujet d'un prochain épisode, peut-être avec elle aussi d'ailleurs. Camille, n'hésite pas à m'écrire, il faudrait qu'on arrive à se caler ça. Donc, je dédie tout particulièrement cet épisode à Camille de la Yogizine. Un petit coucou, tout ça. J'essaie de faire bref pour cette intro, comme ça on rentre directement dans le vif du sujet. Pour mon organisation, au départ, je voyais vraiment pas comment je pouvais vous parler de tout ça et comment j'arriverais à décortiquer. En fait, j'ai l'impression que je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé, mais je fais énormément de choses dans ma vie, autant pro que perso, et du coup, c'est vrai que c'est des questions qui viennent souvent. Sauf que je voyais pas quelles questions me poser et quelles réponses apporter pour que ça soit structuré, sympa à écouter et que ça soit pas trop une espèce de diarrhée d'informations. C'est pas du tout agréable comme expression, mais vous l'avez, je pense. Que ça soit justement un petit peu indigeste, comme ça on reste dans le champ lexical de la digestion, n'est-ce pas? C'était formidable. Mais voilà, j'avais un petit peu de mal. Au départ, je voyais pas l'intérêt, je vous avoue. Et en fait, plus ça va, plus je me dis, mais peut-être que ça pourra aider, inspirer, donner des idées, ou tout simplement attiser votre curiosité. Donc, pas plus tard qu'il y a quelques heures, Camille m'a envoyé quelques questions, parce que je lui avais dit lors de notre dernière retraite, quand à un moment, il faudra vraiment que tu m'écrives les questions que tu as en tête parce que je ne vois pas par où commencer. Et en fait, cet après-midi, elle m'a envoyé les questions. Je me suis posé quelques minutes pour y répondre et je vais y répondre dans ce podcast. Et je pense que certaines réponses amèneront d'autres questions. Donc, si vous avez encore des questions par rapport à ça, vous m'écrivez et j'y répondrai sûrement dans un prochain épisode pour approfondir certaines parties si vous trouvez que soit j'ai pas été assez claire, soit tout simplement si vous trouvez que certaines parties méritent leur épisode à elle-même, dédié. Écoutez, on y va. La première question, et je pense que c'est très bien pour une toute première, c'est combien d'offres, services / casquettes as-tu ? Parce que je propose énormément de choses, je fais beaucoup de choses dans ma vie professionnelle et du coup, des fois, on n'y voit plus très bien. Donc, qu'est-ce que je fais ? Parmi les casquettes que j'ai la casquette de masseuse, j'ai la casquette de praticienne en médecine traditionnelle chinoise, je suis prof de yoga, gérante de studio de yoga, podcasteuse, n'est-ce pas? Si vous êtes ici, c'est que j'ai posté cet épisode de podcast et que ça y est, voilà, le podcast reprend un petit peu vie. Donc je peux mettre la casquette de podcasteuse, c'est très difficile à dire, la casquette de podcasteuse. Ah, c'est bon. Et aussi plus récemment, je dirais depuis un peu moins d'un an, je fais aussi du conseil pour les profs de yoga et du conseil pour des ouvertures de studios de yoga, etc. Donc je sais pas si on peut appeler ça du mentorat, parce que j'aime pas me placer en mentor, mais on va dire qu'il y a cet aspect un peu conseil. C'est pas du coaching, je suis pas coach. Si vous voulez, je me place pas du tout, même dans ma manière d'enseigner le yoga, j'ai beaucoup de mal à me placer en enseignante. Vous êtes mes élèves et c'est moi qui vous enseigne quelque chose, enfin je me place pas comme ça. Donc pour cette partie-là, je dis plutôt que je fais du conseil, mais on est très loin du mentorat ou du coaching, juste je transmets mon expérience, les choses cool, les choses auxquelles je pense il faut faire attention, etc. Et du coup, c'est une partie dont je parle peu, mais que j'ai intégrée à toutes mes casquettes, justement. C'est une casquette supplémentaire. Parmi mes services, je les ai classés en principaux et secondaires. Mes services principaux, ce sont les cours de yoga, les massages et la partie événements, retraites, formations, ateliers, tout ce que je peux proposer en événementiel, on va dire. Et pour les services que j'ai classés en secondaire, j'ai mis les séances de médecine traditionnelle chinoise parce que même si c'est mon premier métier et que les massages découlent des techniques de médecine chinoise, dans la médecine chinoise que je fais aujourd'hui le plus, ça reste les massages et dans ce qui est un peu plus secondaire, voilà, toute la médecine chinoise au global. Donc en priorité plutôt les massages, c'est pour ça que je les ai classés en services principaux.
Autre service secondaire, le conseil et le mentorat dont on parlait un tout petit peu plus tôt et le podcast. Vous n'êtes pas sans savoir si vous aviez écouté mon précédent épisode que les retraites de yoga vont s'arrêter. Du moins, je fais une pause de quelques années dans les retraites de yoga. Donc la prochaine retraite de yoga sera ma 12e retraite et ma dernière jusqu'à nouvel ordre. Et du coup, vous l'avez compris, ça tombe sous le sens. Les retraites faisaient partie des services principaux que je proposais. Et là, en fait, je pense que c'est surtout le podcast qui va revenir vraiment en priorité, un petit peu sur le devant de la scène. Donc, je suis ravie et ravie que vous écoutiez cet épisode. Vraiment, merci d'être là. Ça existe grâce à vous aussi. Ensuite, j'ai la question, est-ce que tu t'organises au jour, à la semaine, par trimestre ou à l'année ? En gros, j'ai 2 grands types d'organisation. Je m'organise à la journée et après je m'organise à l'année. C'est qui tout double avec moi, vous verrez, il y a très peu il n'y a pas de demi-mesure si vous voulez. Donc en fait, j'ai à la fois des choses que je dois faire et je m'organise un peu au jour le jour et en même temps, j'ai une vision globale de mon année où en fait je sais exactement où j'en suis, je sais exactement ce que je dois faire, telle période de l'année, etc. Mais honnêtement, l'organisation à la semaine ou au trimestre ou au mois est assez... c'est pas du tout... c'est beaucoup moins commun chez moi, c'est beaucoup moins habituel. Je me cantonne vraiment à une organisation au jour le jour et à la fois cette vision vraiment sur l'année, voire même sur 2 ans, ça m'arrive. Donc voilà pour cette partie-là. Après, évidemment, chaque semaine, en général dans un studio de yoga, chaque semaine se ressemble avec quelques petites différences s'il y a des cours qui sont modifiés, etc. Donc j'ai une organisation à la semaine dans le sens où je connais par cœur les cours qui sont proposés dans mon studio, autant les miens que les profs qui travaillent avec moi. Donc j'ai quand même un petit peu cette notion à la semaine, mais moi dans ce que je fais tous les jours, c'est vraiment au jour le jour que je m'organise et je vous réponds encore, je développe un petit peu cette réponse un peu plus tard, mais c'est beaucoup à la journée ou à l'année directe. J'ai très peu, enfin je fais pas de bilan au trimestre, ce genre de choses. Moi je fais un peu mon bilan de la journée et mon bilan de l'année. Ça me fait moins faire de bilan, enfin quoique si. À la journée, du coup, j'en fais un paquet des bilans. Mais j'ai pas au trimestre, ouais non, en fait, pour moi, c'est trop court un trimestre. Je vois à l'année direct. Ah oui, je vous ai pas fait de petits disclaimers ou ce genre de choses. Mais évidemment, je parle de mon organisation qui m'est propre et qui correspond complètement à mes besoins et à ma manière de fonctionner. Et je pense que pour certaines personnes, ça peut vraiment être hyper anxiogène, ma manière de fonctionner. Ou au contraire, vous allez trouver ça hyper cool. Mais j'ai conscience que comme je vous le disais, en fait, moi, j'ai l'impression déjà de ne pas être organisée. Donc, je vous fais un épisode sur mon organisation, mais c'est mon organisation un peu désorganisée. Donc voilà. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Je sais que c'est très propre et que ça peut être... ça m'est propre en tout cas, c'est parce que ça n'a rien de propre, c'est vraiment le bordel. Mais c'est vraiment ma manière de fonctionner et en fait je ne sais pas fonctionner autrement. Et je pense même que je peux me créer des blocages si j'essaie de fonctionner différemment. Je ne sais pas si vous saisissez, mais je suis persuadée que si on m'impose, ce qui est déjà arrivé dans d'autres jobs que j'ai pu faire, notamment des jobs salariés où j'étais pas à mon compte et j'étais pas la seule décisionnaire de ce que je faisais, et où on m'imposait... j'en sais rien, des process, des manières de fonctionner. Je sais qu'en fait, je vais être beaucoup moins performante parce que moins libre. Donc, et ça rejoint aussi le fameux sujet que je pense que être à son compte et l'entrepreneuriat au sens large n'est pas fait pour tout le monde. Ou alors, il faut vraiment avoir pris du recul sur sa manière de fonctionner, ses points forts, ses points faibles, et les connaître vraiment par cœur pour arriver à avoir une organisation qui servent le propos et qui servent un peu la mission, on va dire, et les missions, les services, etc., tout ce que vous voulez proposer, pour que ça reste cohérent, que vous abîmiez pas la santé non plus, et que ça reste un plaisir. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, j'adore ce que je fais, tout ce que je fais, je me régale à le faire. Que ça soit les cours de yoga, les massages, les podcasts, organiser des événements comme des retraites, des initiations, des ateliers, des formations. Et même quand je fais du conseil pour des studios de yoga ou des profs de yoga que j'accompagne, entre gros guillemets, tout ce que je fais, vraiment, je me régale de A à Z et en fait, je veux que ça reste un plaisir. Le jour où ça n'est plus un plaisir, je ferai autre chose et je suis OK avec cette vision depuis
depuis que je suis née, je pense. À chaque fois que j'en ai eu marre de faire quelque chose, j'ai arrêté parce que pour moi, je ne vois pas une activité professionnelle comme un labeur. Je vois ça vraiment comme un plaisir. Alors tout ne me fait pas kiffer dans ce que je fais, mais j'y trouve vraiment, je pense, à 90%, 95% de plaisir et 5% de trucs relous. Ce qui est énorme, enfin c'est trop bien. Enfin le quota, franchement, si ça pouvait rester comme ça tout le temps, c'est trop trop cool. Donc voilà pour le petit, comment dire, c'est pas vraiment un disclaimer, mais c'est plus pour vous expliquer ma vision, ce qui fait que je m'organise comme je m'organise. Pour l'instant, ça fonctionne, on reste comme ça. Et je suis bien contente parce que je respecte ma personnalité et je respecte mon fonctionnement dans cette organisation-là. Je l'ai vraiment adapté à ma manière de vivre et d'être. Et du coup, bah, ça colle plutôt bien. Mais je pense que ça colle pas pour tout le monde. Donc voilà, au moins, vous savez. D'ailleurs, ça sera dans le titre. Je pense que le titre, ça sera mon organisation ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, tout est dans le mon. Ça m'est vraiment propre. En tout cas, voilà. Vous savez tout. Est-ce que tu as des objectifs mensuels ou annuels? J'ai classé le pro d'abord. Des objectifs, alors, financiers, j'ai des objectifs à l'année. Comme ça m'enlève énormément de charge mentale. Je me mets pas du tout d'objectifs financiers au mois, à la semaine, au trimestre. Moi, c'est à l'année et en fait, c'est entre moi et moi-même. Je dois me démerder si je vois qu'à la moitié de l'année, et on y est bientôt, si je vois qu'à la moitié de l'année, je suis loin des objectifs, de mes objectifs annuels pour 2025, eh ben, c'est à moi de me démerder pour arriver à la fin de l'année, donc à la fin du mois de décembre 2025, pour que tout soit réglé, si vous voulez. Si je vois que c'est la merde 4 mois avant la fin de l'année, eh ben là encore, tant pis pour toi, ma fille, mais va falloir cravacher, va falloir bosser pour rentrer dans les clous. Et des fois, il y a certaines années où en fait, dès le début de l'année, je suis plutôt bien et je sais que bah, du coup, il y a moins de pression. Mais à aucun moment, donc déjà, c'est pas quelqu'un qui me met de pression financière ou quoi que ce soit, et à aucun moment, je me mets un stress par rapport à ça. En fait, juste, j'ai l'impression que c'est acté, c'est un espèce de deal entre moi et moi-même que juste à la fin de l'année, on doit être à temps, j'en sais rien, sur un livret d'épargne ou je dois avoir réussi tel et tel truc, parce qu'on sort aussi du financier, je peux avoir des objectifs dans l'année. Et ben voilà, si à la moitié de l'année, je vois que j'en suis encore loin, ben j'ai plus que 6 mois pour m'activer et rentrer dans les clous. Dans les clous que je me suis imposé moi-même, hein, on s'entend. Vraiment, je me mets très peu d'objectifs au global parce que je n'aime pas ce système et que j'ai toujours un petit peu de mal à me mettre des objectifs, des buts à atteindre et tout. Moi, je fonctionne pas trop comme ça. Du coup, le peu d'objectifs que je me mets, souvent, c'est largement réalisable et le but n'est pas de me mettre du stress, mais plutôt de me déterre, en fait. Plutôt que enfin vraiment de me créer de la motivation, de l'envie, d'être hyper déterminée à réaliser ce truc-là parce que ça me fait plaisir, toujours pareil. Mais pas de cravacher, de souffrir, parce que je me suis mis un objectif complètement débile en début d'année. Enfin, c'est pas du tout ça. Donc souvent, c'est des objectifs qui sont largement réalisables, que je considère réalisables vraiment dans mon cœur et dans ma tête. Et du coup, bah, tout est assez simple. Et bah, juste, je me débrouille pour que ça soit le cas. Et vraiment, mais peut-être qu'il y a comment dire, c'est sans stress. Effectivement, il peut y avoir un petit peu de pression par moment. Ça dépend des périodes de l'année, tout ça. Mais en fait, c'est toujours... je sais pas, après, c'est ma manière. Je pense que j'ai été éduquée comme ça aussi. Et du coup, j'ai ce truc de me dire, de toute façon, tout ira bien. Il y a toujours des solutions. Tu auras toujours les bonnes opportunités au bon moment. J'ai un peu... Alors là, après, on part dans les croyances et tout, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Et du coup, et le fait de me mettre un objectif à l'année et pas au trimestre ou au mois, bah, une année, c'est long, quoi. Une année, c'est long, à la fois, c'est court et ça passe vite. Mais en même temps, waouh, en 12 mois, je peux faire tellement de trucs. Du coup, c'est pas... je suis assez détendue par rapport à ça, honnêtement. Et comme j'en parlais un petit peu plus tôt dans certaines questions, j'ai cette organisation et cette vision un peu de mon année au global, bah en fait, c'est de suite très très clair. Et je suis vraiment plutôt au clair avec ça. Donc c'est trop cool. Concernant les objectifs, Camille me demandait si j'avais des objectifs en termes de visibilité.
zéro. Zéro objectif, que ça soit Insta, TikTok, communication, j'ai zéro objectif. En début d'année, je me suis mis un truc sur mon vision board avec des chiffres, etc. Et en fait, je vois que je fonctionne pas comme ça et que ma manière de communiquer sur Insta, ma manière de poster, je vais beaucoup parler d'Insta, mais ça englobe tous les réseaux en général. Ma manière d'être régulière, pas du tout. De pas du tout être régulière, justement. Sur Instagram, de poster vraiment de manière hyper instinctive. Instinctive, waouh, les accords ne collent pas avec forcément avec l'algorithme Instagram qui va te pousser forcément, etc. Moi, je poste ce que j'ai envie de poster, je poste ce qui me parle, ce qui m'intéresse, comment dire, ce que je vais trouver joli, les musiques que j'aime, etc. Je suis pas du tout dans la performance, si vous voulez. Et du coup, j'ai pas du tout d'objectif en termes de visibilité, de nombre d'abonnés, etc. Alors évidemment, je pense que tout le monde est heureux de voir sa communauté grandir. Mais déjà, je veux pas qu'elle grandisse à tout prix. Le à tout prix me dérange vachement. Parce que moi, c'est pas à tout prix. Moi, j'ai plein de conditions. Si ma communauté grandit, j'ai envie d'avoir une communauté majoritairement féminine. Et ce qui est le cas, on est quasiment 80% de femmes sur mon compte. Et je veux que ça reste comme ça. Je trouve que le 80-20 est parfait, en tout cas pour moi, ce que je propose. J'ai pas du tout comme cible les hommes. Donc voilà, j'ai plein de conditions et du coup, j'ai pas du tout envie que ma communauté grandisse coûte que coûte, si vous voulez. C'est pas du tout ça. Si ça grandit, c'est super. Si ça reste comme ça, c'est super. Enfin, vraiment, je suis assez détendue. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, je suis vraiment beaucoup plus détendue par rapport à ça, je pense, depuis 1 ou 2 ans. Et c'est trop cool. Je me mets pas du tout la pression. Par moments, je peux avoir un espèce de micro-culpabilité de « Oh, j'ai pas beaucoup posté ». En particulier cet hiver, j'étais tellement fatiguée et tellement à fond dans tout ce que je faisais, et on va y venir plus tard, qu'il n'y avait pas du tout la place à de la communication sur Instagram. Enfin, c'était pas du tout, mais pas du tout ma priorité. Étant donné qu'Instagram, ça ne me rémunère absolument pas et que ça doit rester un plaisir, si je suis fatiguée et que j'ai la flemme, il n'y a pas de post Instagram et personne va mourir parce que je ne poste pas sur Instagram. Donc, je me mets pas la pression par rapport à ça, et si pendant quelques semaines je suis moins présente, je suis moins présente. Donc voilà, vraiment j'arrête de me prendre le chou avec ça, et c'est beaucoup plus cool pour moi depuis que j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête. Voilà. Par moments, ça me revient un peu, c'est normal, je pense qu'on est humain et il y a ce truc de « Oh là là, j'ai pas posté depuis longtemps, ça craint ». Non, ça craint pas, on s'en fout, s'il faut, personne n'a vu la différence. Je sais que l'algorithme n'aime pas trop ça et que les robots, tout ça, c'est pas trop leur truc. Mais en fait, vas-y. C'est pas le centre de ma vie. Donc voilà, je me détends et tout va bien se passer. Et ensuite, pour ce qui est du perso, c'est pas vraiment des objectifs, mais j'ai des gros points annuels, on va dire. On dirait qu'on fait une réunion, mais en fait, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Mais en fait, je sais déjà, comme j'ai mon organisation et ma vision un peu sur l'année, en fait, je sais plus ou moins les voyages que j'ai envie de faire, les événements perso qui vont rythmer l'année. En particulier, cette année, c'est beaucoup de mariages, des baptêmes, et après, les surprises de la vie. Donc moi, juste en début d'année, je me note un peu ce que j'ai envie de faire, les voyages que je veux faire, les voyages loin, les voyages près, les destinations, les endroits que j'ai envie de voir, même tout près de chez moi, les randos que je veux faire, ce genre de choses. Tout au long de l'année, j'ai une note pour ça et je me mets un peu mes idées. Et là, du coup, pour tout vous dire, j'enregistre cet épisode au mois de mai 2025. En fait, jusqu'en mai 2026, j'ai déjà quasiment une idée de tous les trucs que je veux faire et à peu près des périodes où je veux les faire, ce qui fait que c'est c'est très structuré. En fait, déjà dans ma tête, je sais déjà que en mars-avril l'année prochaine, j'aimerais être à tel endroit. En novembre cette année, j'aimerais être à tel endroit, ce genre de choses. Pour tant de temps, enfin vraiment, je me suis déjà fait un peu... Alors ça n'a rien de... Comment dire ? Tout peut bouger, si vous voulez. C'est pas figé dans le temps, c'est pas figé sur mon agenda, etc. Mais
J'ai déjà un peu cette vision qui fait que je peux me projeter et dire: «Bah, moi, au mois de mars, 2026, je pense que, pendant 15 jours, je serai à tel endroit, donc c'est pas sûr que je puisse être dispo pour tel et tel truc», par exemple. Je peux déjà un peu, j'ai une once de structure et d'organisation pour d'ici 1 an, en fait, sur les 12 prochains mois. Donc et plus l'année avance, plus de nouveau je construis déjà le début de l'année 2026, si vous voulez. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je pense que d'aussi loin que je me souvienne, étant enfant ou ado, je fonctionnais déjà un petit peu comme ça. J'avais toujours un peu, je sais pas si c'est propre à ma personnalité, à mon signe, et cetera. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai à la fois, une vision très loin où je peux me projeter, rêver, me faire des scénarios, des trucs, je suis à fond, très loin et à la fois, je vais fonctionner vraiment au jour le jour parce que limite la semaine prochaine, je sais pas ce que je fais. C'est très voilà, donc voilà, voilà. Comment est-ce que tu priorises tes tâches à faire? On en revient à cette organisation à la fois sur l'année, à la fois sur la journée. En gros, j'ai une genre de to-do list, enfin vite fait, hein, franchement c'est une note dans mon téléphone ou alors c'est, j'ai gribouillé un truc sur le coin d'une feuille. Je me note un peu ce que je dois faire. En fait, alors, vous le saurez, ça je pense que c'est très, ça doit être vraiment lié à ma manière de fonctionner, mais en fait, le côté to-do list, il y a cette notion de ce que tu dois faire et moi je dois rien faire. Il y a pas de «je dois faire des trucs», si vous voulez. Le terme de «devoir faire», me gêne un peu. C'est plus: «Ça serait bien que tu le fasses». En fait, je le mets, sous cette forme-là. Comme ça, déjà, c'est plus doux et c'est pas grave si je le fais aujourd'hui et que je le fais demain. Avant, je me flagellais un peu en me disant, «Tu procrastines trop». J'ai beaucoup de mal avec ce mot, j'ai toujours du mal à le dire, procrastiner. Je trouve qu'il est très moche, bref. Et c'est pas bien de remettre à demain et tout. Plus ça va, plus, là, depuis que je suis adulte, je me détends par rapport à l'idée de, il ne faut pas, faire ci, il ne faut pas faire nin du coup, il ne faut pas remettre à demain, je m'en fous. Si j'ai remis à demain, je remets à demain. Enfin, c'est pas dramatique. La terre ne va pas s'arrêter de tourner parce que j'ai pas fait un truc aujourd'hui et que je le ferai demain. Du coup, ma to-do list, c'est plutôt: «Aujourd'hui, c'est bien si tu fais ça. Ça peut être bien, ça t'avancera sur d'autres choses et cetera» et du coup, j'ai pas de pression. Je ne me mets absolument pas la pression. Là, par exemple, j'ai des mails à faire. Je sais que, soit je les fais ce soir si, je sens que j'ai de l'espace mental, que j'ai du temps pour le faire, je le fais. Sinon, ça peut attendre largement demain matin 9 heures que je me pose dessus. Et si jamais demain matin finalement j'ai un autre truc plus prioritaire qui passe par-dessus, je le ferai plus tard, voilà. Ce qui nous amène à ma manière de fonctionner et d'accomplir mes tâches. Je le fais à la fois au jour le jour, donc j'ai cette espèce de note un peu des choses qui seraient bien, à réaliser aujourd'hui et en fait le aujourd'hui est souple sur 2 3 jours. Donc par exemple, ce que je me note pour, le lundi, je sais que j'ai jusqu'à mercredi midi ou mercredi soir pour l'avoir fait. Donc c'est pas une to-do list en mode, tu es obligé de faire tout ça aujourd'hui. C'est en mode, c'est bien si tu arrives à le faire. Si tu n'y parviens pas, c'est OK. Si tu fais que la moitié lundi, il reste mardi et mercredi pour faire l'autre moitié. Et tout va bien. Ce que je dois faire jeudi, alors ça dépend ce que je dois faire, hein, ça dépend si c'est des choses qui doivent être faites dans la journée, je le fais dans la journée évidemment. Quand ça ne dépend pas que de moi, évidemment je le fais direct si, quelqu'un doit m'appeler ou est en attente d'un message et cetera, j'essaie de le faire dans les temps. Mais pour tout le reste, vraiment tout le reste, c'est OK si c'est fait, vendredi ou samedi, vraiment, voilà. Détendons-nous, tout va bien. Mais ça a pas toujours été le cas parce que comme je vous disais au lycée, tout ça, j'avais facilement ce truc de me dire, «Putain, je l'ai pas fait, je vais être, en retard, je vais me prendre une remarque, j'ai procrastiné», je me retrouve à faire, des trucs à 23 heures le soir dans ma chambre, enfin, chiant. Là, maintenant que je suis à mon compte et que c'est moi qui décide la plupart du temps de ce que je fais et de comment je le fais, je fonctionne comme ça avec cette espèce de liste de choses à faire, souple sur 2 3 jours, vraiment.
et au jour le jour, j'adapte en fonction, on le verra de toute façon parce que je vais répondre à la question comment tu fais pour être efficace, comment tu fais pour rester motivé. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas me foutre la pression à réaliser des choses, finir la to-do list coûte que coûte, vraiment là-dessus je suis plutôt détendue. Quels outils ou supports utilises-tu? Dans l'ordre, Google Agenda, ça c'est sûr. C'est mon calendrier pro, perso, je mets tout sur le même. Je crois qu'il y a des manières de comment on appelle ça? De le dissocier. Waouh! Je regarde Severance en ce moment, ne me spoilez pas. Mais du coup, je crois qu'il y a des moyens de dissocier Google Agenda et d'avoir un genre Google Agenda pro et un Google Agenda perso. Encore une fois, simplicité. Moi, il faut que ça soit facile. Tout est au même endroit, et bien tout est sur le même. J'ai des codes couleurs, juste. Par exemple, les massages, c'est en rouge. Les cours de yoga sont en vert, avec différentes nuances de vert en fonction de la pratique que c'est. Je me note la pleine lune et toutes les nouvelles lunes sur 1 ou 2 ans à l'avance. Parce que pour certaines choses, je fonctionne beaucoup avec la lune et la symbolique des jours. Alors ça m'est très propre, c'est vraiment basé sur des croyances et des superstitions. J'entends que ça fonctionne pas comme ça pour tout le monde, mais je sais pas, c'est vachement ancré chez moi et j'aime bien, ça me va de fonctionner comme ça. Donc j'ai besoin souvent d'avoir plusieurs mois à l'avance déjà une idée de quel jour tombe la pleine lune et quel jour tombe la nouvelle lune, c'est mon orga si vous voulez. Donc le pro et le perso sont exactement sur le même Google Agenda avec différents codes couleurs, mes rendez-vous médicaux, mes rendez-vous perso. Après Google Agenda, je note énormément. J'ai beaucoup de notes. Attendez, mais regardez, je les ai à côté de moi. Je vais vous dire exactement le nombre de notes que j'ai. J'ai 1199 notes. Oh my god, bientôt 1200. Je ne fonctionne quasiment qu'avec ça. J'ai des notes partagées avec Raphaël qui m'aide énormément. Donc Raphaël, mon amoureux, qui est directeur artistique, formé au graphisme, à la vidéo, à la photographie, tout un tas de choses. Et du coup, pour plein de trucs, on a des notes en commun. D'ailleurs, toutes mes inspirations et mes thèmes pour le podcast sont en notes communes avec lui pour qu'il ait une idée un petit peu de ce qui me passe par la tête et des prochains épisodes prévus, potentiellement en tout cas. Donc voilà, on fonctionne beaucoup avec les notes et j'avoue que là, typiquement, toutes les questions et tout ce qu'on aborde dans cet épisode, j'ai tout de noté dans les grandes lignes avec des mots-clés. Vraiment, je m'amuse beaucoup sur les notes iPhone. Je mets plein de... Alors, je peux pas mettre de couleurs, je crois, mais par contre, je mets pas mal de symboles, d'emojis, je mets des choses en gras, en italique, etc. Et je trouve ça trop pratique. Et pendant longtemps, je ne les utilisais pas. Mais un jour, j'ai eu une discussion justement avec Raph où il me disait que justement lui notait énormément de choses et en fait j'ai gardé cette habitude et depuis je note tout. Alors d'ailleurs il faudrait que je fasse un petit peu le tri parce que je vous avoue que sur 1199 notes, il y en a forcément où il y a juste écrit papier toilette pour que je pense à prendre du papier toilette. Mais je suis persuadée qu'il y en a aussi beaucoup où en fait des fois je note juste des pensées. Et quand je retombe dessus des années plus tard, j'étais là « Oh waouh, j'ai pensé ça en 2018, oh c'est tellement inspirant, j'étais trop mignonne ». Enfin voilà, j'aime trop aussi retomber sur des petites choses, ça me touche beaucoup. Donc voilà, notes, bref, là on parle d'organisation, on parle pas de ce qui t'inspire ou de ce qui te touche, mais notes, ça m'aide beaucoup. Ensuite, donc dans l'ordre, on est à Google Agenda vraiment en premier, notes quasiment au même niveau. Et après, c'est beaucoup sur du papier. En fait, tout simplement, je vous disais que je vais facilement gribouiller un truc sur un carnet ou sur un papier qui traîne, une feuille volante. Même des fois pour décrire quelque chose, j'ai beaucoup de mal. C'est fou d'ailleurs que du coup, j'ai un podcast. Mais j'ai parfois beaucoup de mal à décrire certaines choses qui sont dans ma tête à l'oral, avec des mots. Et du coup, j'ai facilement ce truc, je le fais beaucoup avec Raph ou avec des amis, de devoir sortir en fait une feuille et de gribouiller ou de dessiner un truc pour dire en fait c'est ça que j'essaie de te décrire et que j'arrive pas à te décrire, mais je pense à ça. Et du coup pour l'organisation, ça m'aide souvent d'avoir du papier et un stylo. J'ai toujours des stylos dans mon sac parce que j'ai facilement ce truc de devoir écrire quelque chose, formuler en dessinant, mi-écriture, mi-dessin, des petites choses. Donc souvent le papier est assez haut quand même dans mes outils pour m'organiser.
Et après j'utilise pas mal Notion. C'est, je pense, malheureusement, que je ne l'utilise pas du tout à son plein potentiel. Je l'utilise exactement comme j'utilise les notes sur mon iPhone, alors que je sais que vraiment Notion, c'est le paradis et que on peut même avoir des templates, enfin des trucs de ouf. Je ne l'utilise pas du tout comme ça. J'ai une utilisation très basique de Notion. D'ailleurs, je pense que ce que j'ai sur Notion pourrait largement se trouver dans mes notes d'iPhone. Personne n'y verrait aucune différence. Donc, je pense qu'un jour où j'aurai un petit peu de temps, il faudrait que je me penche un peu sur Notion et que je vois un petit peu tout ce que je peux faire, les outils, etc. Parce que vraiment, je ne l'utilise pas du tout comme il faut, je pense. Mais c'est pas grave, il est dans mes outils d'orga, on va dire. Combien d'heures travailles-tu chaque semaine au final? Alors, ça va dépendre de la période de l'année. Parce que comme je vous disais, moi j'ai une manière de voir l'année, j'ai vraiment une vision sur toute l'année avec mon Google Agenda notamment où je vais voir chaque mois et je balaye d'un mois à l'autre et j'ai des points vraiment qui ressortent plus que d'autres, etc. en fonction des couleurs. Et j'ai une manière de fonctionner qui est assez saisonnière. Donc je travaille avec la Voie lactée, c'est un hôtel qui se situe dans les Pyrénées et notamment en station de ski. Du coup, qui fonctionne vraiment avec les saisons d'été et d'hiver et les intersaisons au moment de l'automne et du printemps. Donc déjà, mon année, elle est vraiment découpée en fonction des saisons. Souvent, la saison d'hiver démarre en tout début du mois de décembre et se termine tout début du mois d'avril. Donc ça fait, attendez, décembre, janvier, février, mars et un tout petit peu avril, mais ça fait un bon 4 mois et demi de saison. Ensuite, on reprend en général mi-juin pour que la saison d'été se termine mi-septembre, donc ce qui nous fait 3 mois plus ou moins de saison d'été. Donc en gros, quand je regarde mon année au global, il y a déjà 7 mois qui sont suffisamment marqués et structurés par le travail qu'on me demande dans cet hôtel, qui est de faire des massages et de donner des cours de yoga. En plus de tout ce que je fais à côté, disons que c'est quelque chose qui s'ajoute. Donc c'est déjà une période où je sais que je vais être hyper sollicitée et où je vais beaucoup travailler et où par semaine je peux travailler, je crois que j'ai calculé là pour pas vous dire de bêtises, il y a des semaines où en fait je peux facilement faire 40-45 heures de boulot, pas seulement à l'hôtel mais tout cumulé et j'ai pas compté tout le boulot en plus, communication, mail, devis, facture, appel, la gestion du studio, etc. Si vraiment je m'arrête purement aux heures de massage et aux heures de yoga, je peux vite être à 30-35 heures de massage et 10 heures de yoga parce que je donne, quoi qu'il arrive, quasiment toute l'année, entre 8 et 12 cours de yoga par semaine. Sans compter certains cours particuliers ou certains événements un peu ponctuels qui s'ajoutent à ça. Donc vraiment, quand je suis en haute saison, par semaine, je suis facilement dans les minimum 35 heures semaine. Or, en basse saison, on va dire, enfin en l'intersaison, tout dépend parce que je vais avoir souvent des retraites. En tout cas, bon, là, les retraites s'arrêtent, on en a parlé, mais quand je faisais les retraites de yoga, et là, il m'en reste une dernière à faire au moment où j'enregistre cet épisode, là, c'est presque du 24 heures sur 24, sur entre 4 jours et demi et 3 jours et demi. Et là, en fait, je compte pas mes heures parce que si on enlève les temps libres et le temps de la nuit, où normalement tout le monde est censé dormir, donc se repose, c'est quand même quasiment toute la journée, si vous voulez. Il y a des temps libres après manger ou entre les pratiques, entre les ateliers, mais c'est des moments où je suis pas chez moi et où je suis en permanence en train d'animer un groupe, d'encadrer un groupe, etc. Du coup, j'avoue que je sais pas trop comment le quantifier. Et à côté de ça, il y a des semaines qui sont hyper chill où en fait je vais... c'est pas vraiment chill le terme, mais où en fait je ralentis vachement et où presque je ne fais que mes cours de yoga. Du coup, ça fait c'est fou de dire ça, mais ça fait presque je sais pas, je dois travailler 15 heures dans la semaine, en gros. Si vraiment je prends le travail comme on l'entend, parce que évidemment, faire un post Instagram, c'est du travail, mais certains posts me demandent quelques minutes seulement. Du coup, ouais, il y a des semaines qui sont vachement cool. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si je faisais
toute une année au rythme que je le fais par exemple en saison d'hiver, waouh, ça serait hyper chaud physiquement. Donc vraiment, et j'ai toujours une pensée pour, quand je vois le rythme que j'ai par exemple en plein hiver, j'en sais rien, en plein mois de février ou plein mois de décembre où vraiment ça bat son plein. J'ai une très grosse pensée vraiment pour les personnes, je sais, qui font beaucoup d'heures et qui gagnent pas beaucoup leur vie et qui sont là à galérer à faire énormément d'heures, parce que quand je vois comme je suis souvent fatiguée en fin de saison et le rythme que c'est de tenir, je pense vraiment à toutes ces personnes qui ont un métier qui est physique, qui font beaucoup, beaucoup d'heures dans la semaine, qui doivent gérer peut-être une vie de famille en plus en rentrant à la maison. Enfin vraiment, j'y pense énormément. Est-ce que tu délègues beaucoup de tâches? En ce moment, très peu. Il y a eu une période où la création de contenu, je me sentais pas de le faire toute seule. Par exemple, tout ce que je proposais sur Instagram, j'avais vraiment l'habitude de dire, 80% de ce que vous voyez sur mon compte Instagram, c'est Raph qui l'a fait. Parce que je me sentais pas du tout de créer du contenu toute seule. J'avais l'impression que je savais pas faire, que je savais pas faire du montage, que je savais pas filmer, que je savais pas enregistrer une voix off. J'avais l'impression de toujours devoir être drivée. Alors est-ce que je le faisais parce que je sais que mon amoureux sait très bien le faire et que ça fait partie de son métier? Je sais pas, mais peut-être qu'il y avait un peu de ça, de me dire, c'est son taf, il excelle dans ce qu'il fait. Peut-être qu'il peut m'aider. Et du coup, c'était encore plus que m'aider parce que vraiment, il faisait 80% du boulot. Et je pense qu'à force de le voir faire, et même, je suis une menteuse, pas du tout, c'est même pas à force de le voir faire, c'était à force que lui m'impose de le faire toute seule, de me dire, ah bah tiens, je t'ouvre juste le banc de montage et tu te débrouilles. Je te montre comment importer les vidéos, j'en importe une pour te montrer, et tout le reste, tu te débrouilles. C'est toi qui vas chercher les plans que tu veux, les rushs que tu veux, tu les coupes comme ci, comme ça, mais tu te débrouilles. Et en fait, à force qu'il ait insisté, et que je sois un petit peu toute seule dans ma merde, enfin, j'exagère parce que s'il y avait vraiment un souci, il était là pour me remontrer, mais sans faire tout le taf tout seul. En fait, à force, j'ai fini par apprendre à le faire. Du coup, il y a plein de choses maintenant que j'arrive à faire toute seule. Et je lui montre juste le résultat. On valide ensemble parce que, évidemment, des fois, j'ai l'impression que moi, je suis tellement à fond dans mes idées que je vais manquer de recul. Et c'est important qu'on valide ensemble. Donc, tout ce qui est posté sur mon compte, vous le saurez, a été validé avec mon directeur artistique personnel. Mais heureusement, en fait, qu'il a insisté pour que je le fasse seule. Heureusement que je l'ai vu beaucoup travailler lui aussi pour d'autres marques, pour d'autres comptes, travailler aussi pour ce qu'il fait lui. Enfin voilà, heureusement en fait que j'ai vu tout ça. Ça m'a beaucoup inspirée et je suis très contente aujourd'hui d'arriver à faire et que ça se soit inversé en fait. Que je fasse 80% de ce qui se passe sur mon compte et lui 20% sur la partie vérifiée. Inspiration, idée, qu'on fait toujours des genres de brainstorming, etc. Enfin, on aime trop. On se donne un peu des idées. Si j'ai des idées de merde, il me le dit. Et je m'en rends compte aussi. Mais c'est important que... Enfin, je sais pas, vraiment, je suis trop contente parce que je m'en sentais vraiment pas capable. J'avais envie d'avoir un joli compte Instagram, de proposer des choses qui m'inspiraient, mais j'avais toujours l'impression qu'il fallait que ça passe par lui et que on le fasse. Alors on le faisait ensemble, mais c'était beaucoup lui qui faisait. Et du coup, j'étais aussi frustrée de ne pas le faire moi et que des fois, justement, j'étais obligée de sortir plein de papiers pour lui montrer un petit peu ce que je voulais faire, dessiner un peu des trucs et tout. Et là, je suis trop contente, à force, d'avoir appris des petites choses pour réussir à le faire moi. Donc c'est une partie que je ne délègue plus, ou en tout cas que je délègue moins. Puis c'est même pas vraiment délégué puisque juste on le vérifie ensemble, donc même ça je le délègue pas, je suis toujours actrice du truc, donc trop trop bien. Par contre, la partie que j'aime le moins en fait dans ce que je fais, c'est tout ce qui va être administratif, et ça j'avoue que je le délègue toujours à Raph, et que je sais pas si c'est malheureusement, mais il l'a toujours fait pour moi, enfin quasi. Et je pense que comme moi je suis assez désorganisée, c'est toujours un petit peu le bazar, tout ça, je pense qu'au bout d'un moment il a pris le pied de se dire si elle le fait, elle va mal le faire, du coup je vais le faire, comme ça il n'y aura pas de problème. Peut-être que je me trompe, et pardon Raph qui monte cet épisode, typiquement voilà ce que je délègue, le montage des épisodes. Donc pardon Raph si tu montes cet épisode et que c'est pas du tout cette raison-là. Mais voilà, la partie administrative, il y a quand même beaucoup de choses qu'il fait lui, ou alors qu'on va valider ensemble, etc.
mais c'est beaucoup lui quand même qui le fait. Et ce que je délègue le plus, c'est le soutien émotionnel. Je sais même pas si c'est le déléguer, mais là pour le coup, c'est lui qui gère énormément parce que j'ai beaucoup de, comment on appelle ça? De fluctuations, émotionnelles et ça peut me paralyser dans mon travail et du coup ça j'avoue que, après c'est aussi comme ça que fonctionne un couple, je pense, mais du coup ça se travaille aussi vachement dans notre, univers pro à tous les 2 et on se soutient quand même beaucoup par rapport à ça et lui me soutient énormément donc voilà, je pense que c'est une très grosse partie que je délègue quand même. Mais je suis contente parce que par rapport au début, et à nos débuts à tous les 2, je trouve que je délègue quand même de moins en moins et je lui ai posé la question là avant l'épisode pour, pas trop dire de bêtises, mais je trouve que plus ça va, plus je me débrouille, plus ou moins toute seule et c'est plutôt cool. En tout cas, moi, ça me fait vachement plaisir et ça m'aide à prendre confiance. Est-ce que tu arrives à être efficace? Étonnamment, oui. Même si ça m'étonne toujours. Je ne sais pas comment, je finis par être efficace, mais le résultat est plutôt cool et je suis efficace. Mais vraiment, je ne sais pas expliquer comment je me débrouille. Alors si par contre, j'ai un esprit qui est très vif et je vais très vite. Et je pense qu'avec l'expérience, je vais encore plus vite pour, réaliser des tâches et cetera. J'ai l'impression que, l'expérience et les années, passées en tout cas, ont fait que, j'ai, engrangé pas mal de connaissances et pas mal d'automatismes et du coup, il y a plein de tâches que je vais faire assez rapidement par rapport à d'autres personnes de mon entourage. Du coup, c'est là que je me rends compte que je vais assez vite. C'est pour ça, toute seule, c'est difficile de vous dire, je vais vite, mais par rapport à quoi? Quand je vois sur une tâche en particulier, par exemple, j'en sais rien, écrire un mail, très rapidement, tout est structuré dans ma tête et en fait, j'ai cette facilité quand même à l'écrit qui fait qu'en fait, je vais hyper vite et la réponse, hop, elle part direct et juste, il faut que je me pose pour le faire. En fait, moi, je mets plus de temps à mettre en place qu'à faire la tâche. La tâche, elle va me prendre, quelques minutes, et c'est valable pour énormément de choses, mais par contre la mise en place, waouh! Ne serait-ce que j'ai un exemple qui est flagrant en ce moment, le moment où je vais faire des courses. Alors quand je suis aux courses, je vais très vite, je sais exactement ce que je veux, tac, 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 ça part vraiment dans tous les sens et je vais vraiment droit au but. Mais alors, quand il faut que je me mette en place pour sortir, pour aller aux courses, ça peut me prendre, des plombes. Je vais toujours être, distraite par quelque chose, poser mon sac d'un côté et me retrouver à le chercher quelques minutes plus tard parce que je sais plus où je l'ai posé. Je mets mes chaussures, mais en fait, je suis pas prête. Enfin, c'est un bazar. Et en fait, malheureusement, je fonctionne beaucoup comme ça, donc maintenant, je me connais pas mal. Donc, je mets vachement de temps à me mettre en place pour une tâche, mais une fois que j'y suis, ouah, je vais super vite. Ne serait-ce que là, la préparation de cet épisode, j'ai mis du temps à trouver comment, par où commencer, et cetera. Camille m'a envoyé ses questions et direct, j'ai répondu aux questions. Je me suis posée, je me suis dit: «Tiens, ça, les grands axes, c'est plutôt ça. Je dirais plutôt cette réponse pour telle question». Bim bam boum, en quelques minutes, c'était fait. Je pense qu'en maximum 10 minutes, j'avais déjà un peu les grandes lignes et là, voilà, on est à cet épisode et on est bientôt à la fin d'ailleurs. Comment je reste concentrée? Je ne suis jamais concentrée. Je pense que je ne suis jamais concentrée. Je pense juste que j'ai trouvé des parades pour paraître concentrée. J'insiste vraiment là-dessus. Donc, je ne suis jamais concentrée. Je fais toujours, même là, je me trouve dans une pièce où il y a pas mal de détails, d'objets, et cetera et c'est une pièce que je connais pas, très bien parce que c'est pas le lieu où je vis d'habitude. Du coup, je suis très vite déconcentrée là pendant cet épisode, vous l'entendrez peut-être pas parce que j'arrive à, comme je vous disais, je trouve des parades à ça. Mais en fait, mon cerveau va à 1000 à l'heure et je suranalyse presque mon environnement tout en continuant de vous parler, à ce micro. Donc je suis jamais réellement concentrée. Je pense que, faire une seule chose à la fois, c'est très compliqué pour moi. Je fais toujours, 2 ou 3 tâches en même temps et ça m'arrive même d'arriver par exemple à, taper des mails, sur un sujet, en quelques minutes, tout en écoutant un podcast dans mes oreilles. Ou par exemple en écoutant une musique que je connais par cœur ou
ça pourrait être quelque chose qui pourrait déconcentrer d'autres personnes. Moi, en fait, ça me déconcentre pas du tout. J'ai l'impression que ça me pose de ouf et du coup, je suis encore plus à fond dans ce que je suis en train de faire. Et je vais autant me souvenir de ce que je suis en train d'écrire et être concentrée, entre guillemets, sur ce que je suis en train d'écrire que concentrée sur ce que j'entends dans mes oreilles. Je sais pas si vous me suivez ou si c'est très clair de vous l'expliquer comme ça, mais presque si je n'ai pas mes écouteurs, le mail me paraîtra long à faire, chiant à faire, etc. Que là, en fait, c'est peut-être mon cerveau qui fonctionne comme ça, mais voilà. Donc je fais toujours 2 ou 3 tâches en même temps et je m'éparpille dans tous les cas. Souvent on me dit mais comment tu fais pour ne pas t'éparpiller ? Parce que je décris souvent cette organisation qui n'est pas organisée justement. Je m'éparpille quoi qu'il arrive. Et en fait, je pense que je me le suis tellement mis en tête que c'était ok et que de toute façon j'allais m'éparpiller, que je suis pas là à me dire oh là là, il faut vraiment pas que je m'éparpille, oh là, mais là je trouve que je m'éparpille trop. En fait, je sais que je suis déjà éparpillée. Je n'ai même pas besoin de me poser la question, je suis déjà en train de m'éparpiller. Juste, je sais que je fonctionne comme ça, donc encore une fois, je vais trouver des parades qui font que ça va fonctionner quand même dans cet éparpillement perpétuel, si vous voulez. Et de l'extérieur, ce qui est fou, c'est que de l'extérieur, ça paraîtra hyper carré. Ça, j'ai jamais compris, et je crois qu'on me l'a encore dit cet hiver en me disant « mais je sais pas comment tu fais, nana ». Et même quelqu'un qui me complimentait, qui me disait « franchement, avec Emma, c'est toujours carré, trop bien ». Ben non, moi je ne comprends pas. Parce que dans ma tête, peut-être que de l'extérieur, ça paraît carré, que j'ai l'air très organisée, etc. Et heureusement d'ailleurs, et tant mieux. Mais honnêtement, dans ma tête ou dans mon organisation, là, je pense, vous paraîtra très un petit peu brouillon, quoi. Mais je suis contente parce que de l'extérieur, ça se sent pas trop. Et au contraire, on me complimente sur mon organisation. C'est ça ça me paraît fou. Je pense aussi que je trouve encore plus de parade quand je travaille avec d'autres personnes et que tout ne dépend pas que de moi et que mon travail peut impacter d'autres personnes et peut impacter surtout le travail et les tâches à faire d'autres personnes. Du coup, dans ces moments-là, je me mets vraiment en mode, même si je sais que je vais m'éparpiller, que je ne suis pas concentrée, que je suis concentrée sur 1 milliard de choses en même temps, en fait, je fais en sorte que mon organisation et ma manière de fonctionner, je sais pas comment je fais, mais n'impacte pas négativement le travail et les tâches des autres personnes qui dépendent de ce que je suis en train de faire à ce moment-là ou qui dépendent de ma réponse, de mon mail, de mon message, ce genre de choses. Par exemple, je peux répondre très vite au message si je sais que là, la personne elle a besoin de cette réponse maintenant et que ça va lui faire gagner du temps si elle a cette réponse maintenant. Ce que je peux ne pas faire avec justement une espèce de to-do list sur 2-3 jours et me dire tel message peut attendre, c'est pas du tout un problème, ça va pas changer la vie de la personne que je lui réponde pas tout de suite. Pardon si je réponds pas tout de suite à vos messages. Mais voilà, je sais pas comment je me débrouille, mais j'ai ce truc, de l'extérieur ça paraîtra carré, organisé, c'est plié en 2 secondes, franchement c'est quali, on est bien. Alors qu'en fait moi j'ai la sensation de faire quand même pas mal d'efforts pour donner cette impression-là. Et en même temps, pas d'efforts non plus. C'est tellement bizarre. Bref. Mais je le remarque surtout quand je travaille avec d'autres personnes et que je sais que leur travail va être impacté par ce que je vais faire. Ou ce que je vais dire, ou ce que je vais transmettre comme info, etc. Donc d'autant plus avec l'exemple que je donnais en pleine saison avec l'hôtel, où là, en fait, je travaille avec d'autres personnes. Et la communication est hyper importante, etc. Et là, oui, je pense que de l'extérieur, j'ai l'air hyper bien organisée. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ou en tout cas, peut-être que pour d'autres personnes, pour moi, je suis pas du tout organisée. Bref. Et je pense aussi que c'est pour ça que autant de personnes me demandaient cet épisode. Parce que je pense qu'avec tout ce que je fais, de l'extérieur, ça paraît très bien organisé. Donc, écoutez, je suis contente que vous le voyez comme ça. Parce que je pense pas l'être énormément, quoi. Et peut-être qu'avec cet épisode, vous vous en rendrez compte. Et j'espère que je pars pas trop dans tous les sens. La dernière question, qui peut-être va avoir une réponse assez longue, mais je vais essayer d'être concise, même si, en vrai, c'est mon podcast, je fais un petit peu ce que je veux. Et je pense que si vous l'écoutez, c'est que vous aimez bien que je fonctionne comme ça aussi. Comment tu gères une baisse de motivation pour que ça n'impacte pas trop ton organisation globale entre tes différentes casquettes ? J'adore la question, elle est trop bien tournée, je kiffe. En fait, j'adapte.
j'adapte. D'ailleurs aussi, j'ai posé la question, à Raph pour que, il me donne un regard un peu extérieur aussi. Extérieur et suffisamment proche pour que, ça soit une vraie réponse et en fait, il m'a répondu la même chose. Il m'a dit: «Bah, tu donc en gros, si je suis pas bien, je vais limiter vachement ce que je fais et je vais limiter ce que je fais uniquement à ce qui est essentiel, mais genre vraiment essentiel et important et indispensable même, je vais dire. Alors que quand je suis bien, et je vous disais, moi j'ai pas mal de variations que les gens sentent pas forcément, mais moi j'ai beaucoup de variations, même sur une journée, ça peut beaucoup bouger. Et du coup, quand je suis bien, en fait, j'en profite d'être bien pour faire plein de trucs et du coup j'oscille, toujours entre énormément de maîtrise et quelque chose de totalement instinctif. Je fonctionne beaucoup à l'instinct, ne serait-ce que par exemple quand je parlais d'Instagram et que je postais quand j'ai envie, des trucs qui m'inspirent, les musiques que j'aime, tout ce que je veux, c'est à l'instinct. Beaucoup de choses, je vais vraiment fonctionner ouais, avec mon instinct, avec mon intuition, avec je sais pas. Donc quand j'ai l'énergie et que je me sens bien et que je sens qu'il y a quelque chose qui brûle vraiment, que j'ai le feu en tout cas, et l'énergie de faire les choses, et ben je les fais et là des fois, je peux m'avancer sur beaucoup de choses où je vais prendre de l'avance, je vais rattraper un truc que j'avais pas fait, enfin même le système de rattraper, je trouve que dans le terme rattraper, on a l'impression qu'on a loupé un truc et qu'il faut absolument le rattraper. C'est pas ça, juste je vais faire un truc que j'avais pas réussi à faire, par exemple, voilà. Et je le vois pas comme du rattrapage. Mais vous m'avez compris, je vais parler de rattrapage, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Mais, et si je suis pas bien, je me cantonne uniquement, et vraiment je mets un point d'honneur là-dessus, je me cantonne uniquement à ce qui est essentiel et à aucun moment je ne me culpabilise de quoi que ce soit. Si je suis pas bien et que je suis incapable de faire des trucs que je considère pas importants et pas essentiels, je ne le fais pas. Et ça, je fonctionne comme ça, je pense, depuis toujours. Ce qui m'a valu des petits soucis pendant ma scolarité, vous vous en doutez, ou juste des petits soucis dans la vie en général, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour ma santé mentale, ce qu'il y a de mieux pour ma santé tout court, parce qu'en fait, je veux que ça reste un plaisir, que ce que je suis en train de faire, ça soit un bonheur de le faire et que je me régale dans ce que je fais. Et s'il y a des moments de moins bien, je vais garder que les trucs essentiels. Je vais garder les cours de yoga où les gens m'attendent et c'est important. Je vais garder les massages parce que c'est important de le faire. Et que souvent, tout simplement, je n'ai pas à annuler et je ne peux pas parce que voilà, on compte sur moi. Mais pour le reste, un mail attendra le lendemain. Même ça m'arrive de répondre quand je sais que j'ai un message et que la personne attend ma réponse ou que moi, répondre, ça va me demander de l'énergie, ça va me demander du temps. Quand je sais que voilà, ça va aussi peut-être me prendre de l'énergie que de répondre à ce message, il y a des jours où je vais pas répondre. Et je vais attendre peut-être le lendemain, le surlendemain, d'avoir le temps, l'espace mental et l'énergie de répondre à ce message. Donc là-dessus, je suis très au clair. Et si ça ne convient pas à la personne, on peut en discuter, mais c'est pas, enfin vraiment là-dessus, moi c'est comme ça que je fonctionne. Si j'ai pas l'espace de répondre, je réponds pas pour l'instant. Enfin, des fois je sais pas juste quoi répondre aussi, enfin ça peut arriver. Bref, je me mets pas, je me mets vraiment pas de pression par rapport à ça. Et quand je parlais que j'équilibre sans arrêt entre beaucoup de maîtrise et quelque chose de totalement instinctif, c'est vraiment ça. Je pense que à la fois, je peux me permettre de fonctionner comme ça parce que je maîtrise ce que j'ai à faire et ce que je fais. Et en même temps, pour ma santé, tout court, ma santé mentale, pour ma vie, pour équilibrer aussi ma vie pro et ma vie perso, je dois avoir ce côté très instinctif que je dois respecter. Quand je l'ai et que je suis lancée, go, on y va et j'ai tout un tas d'idées. Ça m'est arrivé aussi un peu moins en ce moment, mais ça peut m'arriver si je me réveille la nuit, que j'ai des idées, ça m'arrive de les noter, etc. Parce que je sens que malgré le fait que ça soit la nuit et qu'on soit obligé de dormir, enfin qu'il faille se reposer, si moi j'ai cette idée à ce moment-là, il faut que je la note en fait, parce que peut-être que demain matin j'aurais oublié. Donc je fonctionne de manière assez instinctive et en même temps, je maîtrise toujours ce qui est en train de se passer. Enfin, je maîtrise toujours. On s'entend, il y a des choses qu'on ne maîtrise jamais, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, etc. Mais en tout cas, ce que je maîtrise,
je sens que je le maîtrise, si vous voulez. C'est trop bizarre, j'ai beaucoup de mal à vous décrire ça, mais je pense que cette maîtrise, elle vient de l'expérience des dernières années, de ma vie en général et aussi de la confiance que j'ai en moi pour certaines choses. Je pense qu'en règle générale, je suis quelqu'un qui a plutôt confiance en elle. Et encore plus dans mon travail, je sais la force de mes propositions. Je connais ma valeur, si vous voulez. J'aime pas trop parler comme ça. J'ai l'impression qu'on est sur un podcast de business, etc. C'est pas ça. Mais je me fais suffisamment confiance pour être sûre de mon coup, si vous voulez. Et c'est pour ça que je peux me permettre de dire là je suis pas bien, je le ferai pas. Parce que quand je vais le faire, j'aurai l'énergie de le faire et ça sera bien fait, je serai, enfin en tout cas ça sera fait correctement, ça sera maîtrisé et je serai bien. Ça m'est arrivé trop souvent et je pense que je vous ferai un épisode là-dessus parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec la phrase de bah, si on fait quelque chose, autant bien le faire, si c'est mal fait, c'est pas la peine. Ça fait partie des idées que j'ai pour les podcasts et j'aimerais développer un peu cette idée parce qu'à la fois je suis d'accord avec et à la fois je suis pas d'accord. Mais si vous voulez, voilà, si je sens que je suis pas bien, je fais pas les choses. Je vais peut-être pas remplir toutes mes tâches, toutes mes tasks, j'allais dire. Euh, et en même temps, je savoure les moments où j'ai l'énergie et où là je vois que je bombarde vraiment et où je suis à fond. Et même si j'ai, j'en sais rien, 7 massages dans la journée, 2 cours de yoga le soir, ben en fait je suis trop heureuse quand je vois que j'ai l'énergie de faire un petit montage quand je rentre le soir pour Insta, noter des idées, préécrire un épisode, une voix off, enfin bref, trop de trucs. Et j'adore les moments comme ça et en même temps, je ne culpabilise pas de ne pas être tout le temps comme ça. Je me détends vachement et je me dis, c'est ok d'avoir des jours de moins bien. Et je le dis aussi autour de moi et je vous le dis là aujourd'hui, c'est ok d'avoir des jours où vous allez être, d'avoir des jours où vous serez moins inspiré, moins motivé, d'avoir des jours où juste on est fatigué. Enfin, c'est super dur parce que on fait, enfin en tout cas moi c'est mon cas, je fais un métier que j'aime, je fais ce qu'on peut appeler des métiers passion, etc. Et souvent pour l'extérieur, pour les gens, pour la famille, l'entourage ou l'entourage professionnel, c'est pas toujours évident de dire ben là en fait je suis fatiguée, là j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'inspi, là j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de vacances. C'est pas évident de le dire. Et pourtant, c'est essentiel et c'est réel. Même si c'est un métier passion, bah, vous pouvez faire un burn-out, vous pouvez être vraiment mal dans ce que vous faites alors que c'était votre passion à la base. Et ça, je pense que aussi là-dessus, il faut l'intégrer, il faut se détendre et c'est pour ça que je culpabilise pas. Si j'ai des jours qui sont plus compliqués pour plein de raisons, que mes émotions sont en vrac, j'essaie aussi beaucoup d'intégrer, je vous ai parlé de la lune, etc. Rapidement, mais j'essaie aussi beaucoup de me caler sur mon cycle. Et du coup, c'est pas toujours évident de se connecter vraiment à son cycle et à se caler en fonction de, j'en sais rien, la période de règles, la période d'ovulation, toutes les phases qu'on connaît, il y en a 4, je crois, lutéal, tous ces trucs. Sans forcément les nommer, déjà je les sens dans mon corps, donc voilà. Mais ça, je pense que c'est quelque chose aussi à réapprendre et à peut-être respecter un petit peu plus. En tout cas, pour mon cas à moi, je trouve que ça m'a pas mal aidé dans mon organisation. Quand je suis sur une phase plutôt ascendante, montante et que je sens que j'ai de l'énergie, je j'en profite. J'en profite, je savoure, comme je vous disais, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est un bonheur et j'avance vite. Ce qui fait que je pense que quelque part, je le fais pas dans ce but-là, mais que quelque part, ça vient compenser et équilibrer, même plus que compenser. Compenser, c'est pas très beau. Équilibrer les périodes de moins bien, les périodes où j'ai... C'est même pas de moins bien, vous voyez, même moi, je me corrige. Les périodes juste où j'ai besoin de lenteur, de douceur, d'être moins dans la productivité, dans l'efficacité, où je sais que je vais pouvoir être efficace seulement sur certains trucs et pas sur tout. Eh ben, c'est ok. Mais au moins les choses que je vais garder en priorité, ce qui est essentiel, comme je vous le disais, ben même les jours où j'ai moins d'énergie, je me donne tout autant pour ces trucs-là. Et voilà, je pense on va clôturer là-dessus l'épisode. Mais j'espère vous avoir décrit au mieux ma manière de fonctionner. Au-delà de ma manière de m'organiser, c'est vraiment ma manière de fonctionner, je pense. C'est vraiment comme ça que je vais
le dire. Et l'organisation, encore une fois, je vous l'ai dit, ça, c'est propre à chacun. Il y a peut-être des choses qui là vous donneront des idées ou des trucs que vous faites déjà et vous vous direz ah c'est trop bien, enfin voilà, j'en sais rien. Mais ouais, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et si cet épisode amène à d'autres questions, vraiment mes DM sont ouverts et écrivez-moi vos questions, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, enfin tant que c'est agréable et gentil, s'il vous plaît. Et si cet épisode vous a plu ou que les épisodes précédents vous ont plu, ou les suivants, si vous écoutez un petit peu cet épisode de plus tard, vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast. Et je sais pas si vous pouvez mettre des petits avis ou des commentaires, mais en tout cas, faites. Si le cœur vous en dit, ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide aussi à développer ce podcast qui est quand même une activité qui est, comme je le disais en début d'épisode, qui est une activité plutôt secondaire par rapport à tout ce que je fais, mais qui est en passe de devenir une priorité. En tout cas, ça me fait toujours plaisir. Donc tant que j'aurai des petits sujets à aborder comme ça, il y aura des épisodes et j'en souhaite beaucoup. Donc voilà, vraiment, soutenez-moi aussi et ça me motivera encore plus. Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est sûr que les retours, les avis, tous les messages que je peux recevoir, etc., ça fait partie de ce qui font que je passe des bonnes journées et que ça me motive. Et les messages peut-être un peu moins sympas ou les remarques ou les critiques qui sont pas fondées, bah ça, du coup, ça fait passer des moins bonnes journées, on va dire. Donc voilà, comme ça, vous savez tout. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Un grand merci encore à Camille de m'avoir inspirée pour cet épisode et de l'avoir presque guidée. C'était presque un entretien avec les questions de Camille. Donc vraiment, merci infiniment Camille et merci de nous régaler en retraite. On finit là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous!